Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche, à savoir le menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous présente l'essentiel des projets actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFund et compagnie, ou en tout cas chaque semaine les nouveaux projets qui arrivent sur les plateformes que je viens de mentionner. Cette semaine, on va être sur un menu très léger, vous allez voir, il y a très peu de projets. Et parmi les projets que j'avais mentionnés dans le sondage de la semaine dernière, il y en a déjà deux qui ont disparu, qui sont donc annulés, et potentiellement un troisième dans les jours à venir potentiellement. Bref, vous allez voir, c'est un menu assez léger, je l'ai déjà dit. On va aller voir du coup le petit point sur la chaîne habituelle, le voici, le voilà. Vous voyez également qu'on est déjà à 1970, un peu plus en réalité, on est à 1977, 18 abonnés. Donc on est vraiment sur le bon chemin pour arriver au 1er mai avec du coup 2000 abonnés, ce sera un énorme plaisir, bien évidemment. On pourrait même peut-être y arriver d'ici la semaine prochaine. D'ailleurs, il y a quelques jours, dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle de celles qui sont mentionnées ici, Anthony, notre commentateur vedette, avait dit que si on atteignait les 2000 abonnés le 21 avril, il y aurait un truc fou. Donc voilà, soyez nombreux à vous abonner avant le 21 avril pour qu'on puisse savoir de quoi il retourne. Autrement, on a également, vous les avez peut-être vu déjà, un nouveau format, un nouvel type de vidéo qui a fait son apparition sur la chaîne. C'est pour l'instant le In and Out. Vous êtes nombreux à avoir proposé des titres un peu plus pertinents selon moi. Donc c'était l'objectif d'ailleurs, parce que titre provisoire, vous le voyez. Donc c'était vraiment un titre qui se voulait être unique et qui serait forcément pas inscrit dans la longue durée, et vous avez été nombreux à proposer des solutions bien plus intéressantes selon moi. Donc ce sera un format qui va être récurrent mais qui changera de nom assez rapidement, et je pense que Xavier fera également la même chose de son côté, une sorte d'émission similaire avec un épisode de Kevin et un épisode de Xavier chaque mois ou chaque 2 mois. On verra un peu la fréquence à laquelle on la sort. Au-delà de ça, on va pouvoir passer maintenant au sondage de la semaine. Je vous renvoie bien évidemment vers la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le sondage pour la semaine suivante pour aller choisir les jeux qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Alors vous le voyez ici, donc il y avait déjà très peu de projets pour lesquels vous pouviez voter. Il y avait aussi un oubli de ma part, puisqu'il s'agit de notre sempiternel rien pour moi cette semaine, mais voici un joli petit champ de tulipes. C'est pour ceux qui ne s'intéressent à aucun projet en particulier cette semaine. J'avais oublié de le mettre, mais je pense que si je l'avais ajouté, vous auriez peut-être été assez nombreux à voter pour celui-ci. Quoi qu'il en soit, Flutter, vous le voyez ici, c'est un jeu qu'on avait déjà présenté dans le menu crowdfunding il y a quelques semaines de ça. Il avait fait une première campagne assez peu fructueuse du côté de chez GameFound. Ils reviennent sur Kickstarter. Conspiracy, ensuite Roll With It Fantasy Series, ça fait partie des projets qui ont déjà fermé leurs portes avec, vous le voyez ici, une annulation. C'était le 14 avril, donc hier, au moment où je m'enregistre, avec 153 contributeurs. C'est désormais annulé d'ores et déjà. Ensuite, Santorini, qui revient avec une édition Deluxe plus une extension coopérative. Et pour l'instant, il y a assez peu de gens que ça intéresse. Peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de version francophone durant la campagne aussi. Ensuite, They Live. Alors, je ne sais pas si on en parlera du coup aujourd'hui, puisque vous le voyez ici. Alors, le temps que la page recharge, le projet n'est pas lancé en réalité. Je pense qu'il sera lancé la semaine prochaine. Voilà, c'est ça, le 20 avril. Ça a été repoussé à la semaine prochaine. Donc on parlera de ce projet qui nous vient de Iconic Studio la semaine prochaine. Il y a déjà 1900 abonnés sur la page. Donc c'est un jeu qui est relativement attendu et qui bénéficie d'une licence assez connue des années 80-90 si mes souvenirs sont bons. Donc on le retrouvera la semaine prochaine. Et puis également, mais il ne faisait pas partie du sondage, il y avait aussi Ta Wars qui va annuler, donc finalement on n'en parlera pas, il va annuler lundi. Donc ils se laissent le week-end, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils annuleront. Et en réalité, ils s'étaient fixé un objectif assez conséquent, avec 76 000 € pour un 5e projet de The Bored to Death Team. Ça n'a pas porté ses fruits, 32 contributeurs seulement. Bon, ce sera annulé d'ici lundi, et ils reviendront d'ici quelques semaines ou mois. Donc eux aussi, on ne les présentera pas, pardon. Et pour le reste, ils y sont tous cette semaine, mais je crois que c'est à peu près tout au final. C'est vraiment un menu très léger. Et parmi ceux que vous avez choisis en priorité, on a donc The Royal Limited, qui sera présenté plutôt dans les projets, disons, plats principaux, donc les projets médians, on va dire, puisqu'il s'agit d'un petit projet de Button Shy Games, autrement dit, les micro-games que vous voyez paraître et fleurir par-ci par-là grâce à Matago en version française. Donc,
durant la campagne, il n'y aura pas de VF, donc a priori, c'est pas forcément la peine de s'intéresser tant que ça à The Royal Limited, en tout cas pour ce qui est de son financement participatif. C'est un jeu intéressant au demeurant, mais on en parlera. Et puis donc pour les deux projets phares de cette semaine, Fractured Sky, le nouveau projet de Ivy Studio, hein, qui sont notamment connus pour Veiled Fate que vous voyez derrière moi, mais encore pour d'autres jeux qui du coup là me reviennent pas à l'esprit. Comme vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps déjà, j'ai une mémoire sélective et surtout très mauvaise dès lors qu'il se situe devant la caméra. Je sais pas, ça va être le track. Et puis finalement, Torgal, donc issu de la BD éponyme, qui a fait son apparition sur GameFound et qui fait pas une campagne extraordinaire, mais qui vous intéresse quand même. Vous êtes assez nombreux à avoir voté pour celui-ci, même si cette semaine, vous n'étiez au final pas aussi nombreux que d'habitude à voter. Donc ça peut aussi s'expliquer par une semaine en fait finalement assez peu intéressante, d'autant plus qu'il y a assez peu de projets, voire même aucun je crois, ce serait peut-être la première fois, peut-être un ou deux maximum, en version francophone cette semaine. Donc c'est aussi une raison qui pourrait expliquer le peu d'intérêt des votants pour le sondage de cette semaine. Quoi qu'il en soit, on part sur nos trois parties habituelles, à savoir donc les entrées, donc les projets les moins intéressants on va dire, le plat principal avec les projets médians disons, et puis finalement donc les desserts, donc les deux projets qui sont donc Torgal et Fractured Sky cette semaine. C'est parti. On commence tout de suite avec un projet qui ravira les amateurs d'astronomie, et peut-être même d'astrologie, allez savoir, un roll and draw, donc pas un roll and write, mais un roll and draw. On va donc jeter des dés et dessiner des petites constellations, c'est tout mignon, c'est du solo, vous le voyez, hein. C'est pour 1$ qui plus est, donc vous ne prenez pas de grands risques à aller baquer. Pour l'instant, ça n'a pas attiré grand monde, malgré l'aspect très accessible, aussi bien en termes de règles que de financement, hein. 1$ quand même, 62 contributeurs seulement, 500€ d'engrangés, on n'est pas encore financé, on est à peu près à 60% du seuil de financement, 10 jours avant la fin de la campagne. C'est le 20e projet, waouh, pour Tate Wu, qui nous vient de Los Angeles, enfin originaire de Taïwan, mais qui nous vient de Los Angeles actuellement. 15 minutes la partie, c'est du solo pour 10 ans et plus, et donc on va tracer des petites constellations, c'est assez mimi, reste à voir si c'est intéressant en termes de gameplay. Là je suis un petit peu moins convaincu, mais à l'origine c'est pas forcément mon type de jeu, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez pour In the Stars. Celui-ci, pour le coup, je l'ai déjà présenté dans le menu crowdfunding du 26 mars dernier, et du coup, je me suis dit qu'il était suffisant de le placer dans les entrées de la semaine. Il s'agit de Flutter, le nouveau projet de Jason Miceli, autrement connu sous le nom de Phaseshift Games, l'éditeur américain qui est derrière des projets qui avaient fait des superbes succès lorsqu'il s'était lancé sur Kickstarter pour la toute première fois, à savoir Dungeon Drop, qui avait fait quand même 7600 contributeurs à l'époque, suivi de Dungeon Drop, c'était quoi, Drop Too Deep, 3940 contributeurs pardon, donc c'était déjà un peu moins conséquent, puis Drop Drive 2100, donc ça a quand même commencé à chuter progressivement, alors que pourtant Dungeon Drop sur le papier c'était super innovant, c'était super attrayant. On l'avait baqué, Xavier comme même, avant qu'on se pose cette règle de éviter les doublons, donc on l'avait mis la main dessus tous les deux, et puis on l'a revendu tous les deux finalement. C'est un jeu sympa, c'est finalement assez gimmick hein, de renverser tous les composants sur la table ou sur un tapis quelconque, et ensuite essayer de choper des cubes de différents types, comme si on était dans un donjon. C'était assez fun sur le principe, mais dans l'application c'était pas si génial que ça. Du coup la confirmation n'était pas venue avec l'extension, on a fait quand même moitié moins de contributeurs approximativement. Drop Drive sur le même concept de renverser les composants sur la table, encore un petit peu moins, et puis Flutter sur GameFound avait annulé après moins d'une semaine de campagne parce que c'était un flop. Mais ceci dit, le concept est différent, hein, si vous vous en rappelez, c'est un jeu de pose de tuiles avec des papillons qui vont butiner par-ci par-là, c'est pour 2 à 5 joueurs. Pour l'instant, du coup, c'est financé cette fois-ci sur Kickstarter avec 550 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, et 25 000€ d'engrangés approximativement. C'est un petit jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 40 minutes, et pour 8 ans et plus, donc encore une fois très familial, très accessible, et ça coûte 29$, donc c'est encore une fois relativement accessible aussi au niveau du prix. Reste à voir si la thématique et la direction artistique, que moi personnellement je trouve pas si chatoyante qu'on aurait pu l'espérer après la belle DA qu'il y avait sur Dungeon Drop par exemple. Je suis un petit peu déçu par ce que propose Flutter pour l'instant. Après, au-delà de ça, si vous êtes amateur ou amatrice de jeux de pose de tuiles un petit peu façon polyomino, ça pourrait éventuellement vous plaire. Reste à voir si la DA, même la thématique d'ailleurs, est susceptible de vous plaire également. Voilà donc pour Flutter. Pour ceux qui voudraient plus de détails, référez-vous au menu crowdfunding du 26 mars dernier dans lequel je présentais déjà ce jeu. 19 jours avant la fin de la campagne donc, et déjà 550 contributeurs pour Flutter.
On enchaîne avec un projet assez atypique qui nous vient d'Inde, ce qui est pour le coup aussi atypique. C'est le premier projet pour Frolix, ça me rappelle une marque de croquettes pour chiens, mais bon, que voulez-vous. Il s'agit de Nafkakri, apparemment un jeu relativement ancien mais remis au goût du jour et avec de la technologie qui plus est, puisqu'il y aura un système de capteurs, de petites lumières, de petites loupiottes qui s'allument en fonction des pièces que vous placez et de la position dans laquelle vous placez. Et pour l'instant, c'est financé avec un nombre de contributeurs pour l'instant assez maigre, mais vous le voyez, 12 000 € sur 60 contributeurs. Ça veut dire qu'en moyenne, un contributeur doit avoir mis 200, 220 $, j'imagine, environ, sur le projet. Donc c'est un jeu assez cher, vous vous en doutez. Il reste 26 jours avant la fin de la campagne, qui est déjà pour l'instant financé, hein, vous le voyez, même 2 fois financé. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Je sais pas, ça mêle vraiment de la tech, en gros de la technologie, avec apparemment un jeu, lui, plus ancien. Reste à voir si ça peut vous attirer. C'est pas du tout un truc qui, moi, personnellement, m'intrigue ou m'attire. Je sais même pas à quoi ça ressemble, je sais pas de quoi il s'agit en termes de jeu. Il semblerait que ce soit un jeu très ancien, un Nine Men's Morris, je ne sais pas à quoi ça fait référence, c'est peut-être un truc d'outre-Atlantique, je ne sais pas. Mais pour le coup, c'est quand même particulièrement cher, et ça s'explique aussi par la présence de la tech à l'intérieur, bien évidemment. Et donc, pour rappel, hein, donc vous avez vu la moyenne des backers aux environs de 200 $ par backer, donc juste pour vous trouver le prix rapidement, ça doit certainement être aux alentours du coup de 200 $ j'imagine. On a ici 272 $ pour le early bird en dollars canadiens, donc dollars canadiens c'est l'équivalent à 200 $ environ, ouais 200 €, voilà 196 € pour le early bird, et ensuite ça monte progressivement avec un discount de moins en moins intéressant au fur et à mesure que le temps passe ou que les stocks sont écoulés. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour Nafkakri. Personnellement, je ne suis pas convaincu, surtout que c'est un premier projet, que c'est blindé de tech et que c'est pas spécialement joli non plus, d'autant plus qu'il s'agit d'un projet de jeu typiquement abstrait, hein, dénué de tout thème, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, mais vous me direz ce que vous en pensez malgré tout. Voilà pour Nafkakri, 26 jours avant la fin de la semaine, ça fait des longues semaines, 26 jours avant la fin de la campagne, 61 contributeurs et déjà 12 500 € d'engrangés. Et pour le coup, c'était le dernier projet des entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux qui eux aussi sont très légers, il n'y en aura que 3. Généralement, les projets de Button Shy Games sur Kickstarter, ils en ont déjà 59 d'ailleurs, c'est plutôt une machine bien huilée qui fait parler la poudre à intervalles réguliers. Hein. On a souvent des projets qui font du 4000, du 5000, parfois un peu moins bien évidemment, comme sur Numster qui n'était pas spécialement très attirant, mais par exemple sur Naturopolis on avait 5000, Fishing Lessons en solo uniquement avec 2500, ou encore Battle Crest 3500, etc. 2800, 3500, etc. Donc c'est quand même une mécanique bien huilée. Ça marche fort et c'est reparti pour un tour avec The Royal Limited, le nouveau projet de Scott Almes. Donc c'est vraiment l'expert de la gamme solo de Button Shy Games, donc les fameux micro games que vous retrouvez désormais en VF grâce à Matago. The Royal Limited, cette fois-ci, il vous propose d'aller titiller l'amateur de train qui sommeille en vous. On est dans les années 60 en Angleterre, et donc on va chercher à prendre un train un peu classe, le fameux Royal Limited, dans lequel certaines stars prennent leur place, moyennant en finance bien évidemment, et en fait vous allez chercher à composer votre train en y accolant différents wagons en fonction du chiffre ou de la couleur, etc. qui s'y réfèrent, et puis ensuite on va aussi chercher à y ajouter des VIP pour aller bien simplement peupler les différents wagons, et chacun d'entre eux a des propres spécificités, des petites compétences uniques, des petites façons de scorer qui sont propres à chacun des personnages en question, tout comme les wagons que vous voyez également. Chaque wagon a aussi une petite spécificité en termes de gameplay. Ils vont déclencher leur pouvoir en fonction du moment de la pause, à côté de quel wagon vous l'avez posé, etc. Donc c'est vraiment un petit puzzle, un petit casse-tête vraiment sympa, comme Scott Almes en propose souvent dans cette collection de Simply Solo chez Button Shy Games, parmi lesquels vous retrouverez notamment Food Chain Island, Ugly Griffin Inn, Unsurmountable, Fishing Lessons et désormais The Royal Limited. Je ne connais pas les titres en français des jeux en question, sauf Insurmontable parce que du coup c'est transparent, mais Ugly Griffin Inn et Food Chain Island, je sais qu'ils sont également en VF désormais, mais je ne sais pas sous quel titre, peut-être qu'il a été changé ou peut-être que c'est littéral, j'ai oublié. Et sachez également d'ailleurs que durant cette campagne pour The Royal Limited, on a aussi une nouvelle extension pour Fishing Lessons. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez-le, notez-le. Par contre, évidemment, comme toujours pendant les campagnes de Button Shy Games, il n'y a pas de VF, donc il faudra attendre quelques mois, quelques années pour que Matago s'en charge.
Alors le how to play, on passe brièvement, hein, je l'ai dit, on va poser donc différents wagons en fonction du numéro ou de la couleur qui s'y trouve, du symbole qui s'y trouve par exemple. Ensuite on va ajouter une nouvelle carte de wagon qui doit être différente en termes de symbole que vous voyez ici, hein, par exemple, on voit ici une sorte de forme d'octogone, et ici il y a des crans un petit peu différents sur le 0, donc il faut que le logo et également le numéro soient différents. Et lorsque vous posez une carte, si j'ai bien compris, le pouvoir du wagon que vous avez posé précédemment s'active, et puis ensuite on va chercher aussi à le peupler de différents VIP, de différents passagers, qui vont eux aussi vous permettre de scorer différents nombres de points, etc. etc. Donc ça a l'air d'être assez sympa sur le papier, franchement je suis assez séduit, ça fait partie des petits jeux Button Shy Games que je verrais bien rejoindre ma collection. Pas en l'état via Kickstarter parce que les frais de port de Button Shy Games pour la taille des jeux dont il s'agit sont quand même généralement un peu pétés, soyons honnêtes. Par exemple, Youssef Fari, notre Cocorico, notre auteur national qui fait des jeux solo vraiment de très bonne qualité, lui propose des jeux un peu plus gros, un peu plus lourds que ceux de Button Shy Games, et pourtant les frais de port sont moindres, donc bon, il y a quand même des choses à faire qui sont visiblement pas faites. Mais bon, comme il y aura des VF grâce à Matago, on va pas non plus trop s'en plaindre. Quoi qu'il en soit, sachez également que durant la campagne, vous avez une extension gratis, Second Line, qui vient ajouter un petit peu de gameplay supplémentaire, non j'allais dire suffisant, ça n'a aucun rapport, petite extension micro-extension, 4 cartes comme toujours avec Button Shy Games, on part sur une base de 18, puis on ajoute 4 cartes par extension, ou parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Et puis il y a aussi une autre extension qui s'appelle, j'arrive pas à le lire pour le coup, un peu plus bas c'est marqué, voilà, Murder on Board, donc avec une petite enquête criminelle façon Agatha Christie qui vient intégrer le jeu, donc ça vient modifier pas mal le gameplay, j'imagine en tout cas, et donc cette extension sera aussi disponible durant la campagne. Donc là vous avez le choix, hein, 3$ en print and play, 12$ pour la version physique plus l'extension offerte Second Line, ou 14 plus les deux extensions. Vous pouvez aussi prendre des bundles, par exemple ici à 50$ pour Royal Limited plus tous les autres jeux de la série Simply Solo, donc tous les jeux en solo, 80$ pour un autre bundle avec toutes les extensions des jeux précédemment cités, etc. etc. Et rapidement, pour ce qui est des, des frais de port, on va aller les voir tout de suite. Je vous rappelle donc qu'en général, Button Shy Games, c'est pas très abordable en termes de frais de port pour ce qui est du contenu, en termes de matériel. Pour le Canada, on est sur du 14$ à 24$ si vous prenez plus de 4 jeux supplémentaires en gros. Pour l'Europe, c'est 16$, voire 26$ si vous prenez des jeux en plus, et 19 ou 29 pour le reste du monde. Donc à part les États-Unis et éventuellement l'Angleterre, c'est pas, enfin le Royaume-Uni, c'est pas non plus diablement intéressant d'aller backer les jeux de Button Shy Games, mais encore, je le répète, vous y aurez accès grâce à Matago incessamment sous peu en VF. Et puis pour ceux qui vraiment ne voudraient pas attendre, qui voudraient le tester maintenant pour éventuellement prendre la version physique en VF plus tard, vous avez le print and play à 3$, donc c'est quand même relativement abordable. Voilà ce qu'il en est pour The Royal Limited, la nouvelle campagne de Button Shy Games, qui encore une fois se porte bien avec près de 2000 abonnés, non pas du tout, 2000 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne et déjà 43 768€ d'engrangés. Pour tous les amateurs de jeux de pli, voici Tall Tales, un nouveau jeu signé New Mill Industries qui en est à son 6e projet sur Kickstarter. Vous les connaissez peut-être, Sunlitter qui a quand même fait plusieurs fois parler de lui, notamment pour Union Station il y a environ 2 ans, et puis également l'année dernière pour Portents qu'on avait présenté sur la chaîne, qui avait fait seulement 373 contributeurs, alors que le projet était plutôt intéressant, plutôt innovant sur le papier. Et je me souviens que Axel de Expat Meeple l'avait backé, donc éventuellement si tu peux nous faire un retour sur Portents pour voir ce que ça donnait, mais le jeu avait l'air assez sympatoche. Il y avait aussi Reapers qui a fait un résultat assez modeste, mais oui, c'est généralement des projets qui font pas des gros résultats, sauf peut-être effectivement Union Station qui a abordé les 1000 contributeurs approximativement, mais pour l'instant ça se passe pas trop mal pour Tall Tales qui réussit à atteindre 510 contributeurs en l'espace de 4 ou 5 jours pour un jeu de pli qui plus est, donc ce qui n'est pas donné, parce que les jeux de pli c'est pas forcément les trucs les plus vendeurs sur Kickstarter, et il reste donc 9 jours avant la fin de la campagne, projet qui malheureusement n'est pas disponible en version francophone durant la campagne, mais c'est un jeu de pli, donc évidemment qui dit jeu de pli, il dit essentiellement iconographie, chiffres, et c'est tout. Donc il n'y a pas de texte sur le matériel, donc a priori si vous comprenez les règles et que vous êtes en mesure de les expliquer à votre groupe de joueurs, ça devrait pas être trop compliqué non plus. C'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, donc relativement abordable, pour des parties d'environ 45 minutes, et qui a une petite spécificité qui fait que pour ce jeu de pli, vous allez commencer les premiers tours avec des valeurs très faibles, très minimes si je puis dire, et puis progressivement, au fur et à mesure que les tours avancent, vous allez aller chercher des valeurs un peu plus conséquentes.
et si je me souviens bien, à moins que je ne me mélange un petit peu les pinceaux avec un autre jeu de la semaine, celui qui aura le moins de points à la fin de la partie gagne si je me souviens bien, mais j'ai la flemme de checker, donc on va se contenter de ça. Pour ce qui est du shipping rapidement, alors d'abord j'ai pas encore mentionné le prix du jeu en lui-même, donc le jeu en lui-même en PNP, donc en print and play pour ceux que ça intéresse, c'est 5 €, ce qui est un petit peu cher quand même pour le type de jeu dont il s'agit. Pour la version physique, c'est 19 €, avec même l'opportunité d'aller chercher le jeu à Essen gratuitement, donc ça vous éviterait éventuellement les frais de port. Donc, par contre, il faudra aller à Essen, donc ce sera des frais qui ne sont pas des frais de port, mais des frais de transport pour le coup. À voir. Et donc pour le shipping, c'est 5 $ pour les États-Unis, pour les Canadiens c'est 15 $, pour le reste du monde c'est 18 $ pour un jeu qui en vaut 19 €. Ben, c'est pas forcément très engageant pour les backers hors États-Unis en gros. Par contre, je vois ici qu'on peut aussi le prendre au Tokyo Game Market à l'automne 2023. Tiens donc. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous dire que le mois prochain, je vais aller d'ailleurs moi-même au Tokyo Game Market pour le boulot. Je ferai peut-être une ou deux petites vidéos rapidement pour la chaîne Histoire 2, mais je suis pas persuadé de pouvoir le faire, on verra bien. Mais je vais y aller. Voilà pour Tall Tales, petit jeu de pli qui pour l'instant a attiré quand même 510 contributeurs, ce qui est pas rien, à 9 jours de la fin de la campagne. L'un des gros projets de la semaine, et pourtant je ne le place que dans les plats principaux, donc les projets médians on va dire, pour la simple et bonne raison que bon, Santorini, bon tout le monde connaît, hein, faut pas déconner non plus, et bien évidemment que c'était prévisible, ils ont fait parler de la poudre eux aussi, hein, ils ont foutu une tarte à Kickstarter, même s'il y a un ou deux jeux qui ont su lutter, un seul jeu en réalité qui a su lutter sur cette semaine, donc Santorini c'est un jeu qui a fait déjà parler de lui de nombreuses années déjà, hein, puisqu'il fait partie, je crois, du top 1% de BGG, hein, donc c'est un jeu très connu, un jeu abstrait à l'origine, même s'il y a une petite thématique dans laquelle vous allez incarner un dieu grec, du panthéon grec, et vous allez chercher à bâtir la ville de Santorini, la célèbre ville avec les toits bleus, là, et donc c'est un jeu un petit peu abstrait, avec des pouvoirs un peu particuliers en fonction du dieu que vous allez contrôler, etc. C'est assez charmant, et là ça nous revient avec une édition deluxe, plus une extension coopérative. Alors ça c'est assez nouveau, c'est assez innovant pour le coup. Santorini en coop, c'était inattendu, et bien ils l'ont fait. C'est le nouveau projet de Roxley Games, 9e projet seulement, on a l'impression qu'ils en ont fait déjà 15-20, mais ils font toujours de gros succès. Pour rappel, c'est eux qui sont derrière Santorini bien sûr à la base, mais également derrière Brass, Steampunk Rally, Dice Throne à partir de la saison 2, pas la saison 1, même s'ils ont fait ensuite une saison 1, mais sur le compte de Dice Throne directement. Ensuite, Radlands, bien évidemment, qu'on a retrouvé par la suite en VF, Skyrise l'année dernière qui avait fait un super résultat aussi, hein. On voit du 9000, du 8500, du 7007, etc. Et avec Santorini édition Deluxe plus coop, il y a moyen qu'ils aillent chercher encore un peu plus, peut-être aller chercher les 10 000, pourquoi pas, pour Santorini. Donc 13 jours avant la fin de la campagne, on est déjà à 5653 backers et 527 000 € d'engrangés. Il y en a de partout. Quoi qu'il en soit, Santorini, jeu de stratégie, une sorte de chef-d'œuvre, comme on nous le dit ici, dans lequel vous allez jouer un dieu grec ou une déesse grecque, et vous allez entrer en compétition l'un avec l'autre, les uns avec les autres, pour manœuvrer vos différents ouvriers que vous entreapercevez ici, pour construire le plus spectaculaire des villages de l'île. Voilà, la gueule que ça peut avoir sur le plateau, une fois que vous aurez entre les mains cette édition deluxifiée. Ça n'a pas grand chose à voir visuellement, enfin oui et non, avec l'édition de base. C'est vrai que là on est sur de la miniature de grosse qualité, comme souvent avec Roxley, le matos est très beau, très bien produit. Vous allez voir qu'ici ils ont aussi pris la décision de reprendre un petit peu le format de Radlands ou de Cheap Theory Games d'ailleurs, à savoir des cartes en PVC, donc les cartes seront en plastique et donc vous pourrez les plier, les foutre dans l'eau, etc. Elles ne risqueront rien. Et les miniatures elles-mêmes ont l'air d'être vraiment très classe, très sympa en termes de matos, vraiment gros boulot d'édition de Roxley. Et qui dit Roxley dit souvent en VF, généralement Lucky Duck Games, mais comme Santorini est déjà édité en VF, et je ne sais plus par qui, ne me demandez pas, ce sera peut-être entre Lucky Duck et l'éditeur originel de Santorini en VF, c'était d'ailleurs peut-être déjà Lucky Duck, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Panthéon Edition, donc pour Santorini, c'est un jeu toujours pour 2 à 4 joueurs, ça n'a pas changé, pour des parties toujours assez courtes d'environ 30 minutes, et pour 8 ans et plus, donc un jeu très familial. Vous avez ici l'île de Santorini avec donc cette fois-ci de la 3D, hein, vraiment gros boulot d'édition là aussi, on a vraiment une petite île avec la mer qui l'entoure, c'est vraiment charmant, et puis ensuite les workers, donc les ouvriers, ainsi que les bâtiments qui sont eux aussi
été retravaillés et qui sont vraiment très très classe. Ensuite, une abondance de nouveaux dieux et déesses que vous voyez ici, notamment Cerbère par exemple, encore Niké, enfin Niké, excusez-moi, c'est le nom du dieu, hein, j'y peux rien. Ensuite, on a aussi un insert en plastique qui vient s'ajouter, donc pour aller faciliter le rangement et l'installation, et puis un gros plateau pour entourer l'île, justement. Voilà ce que ça peut donner avec un plan en 360, c'est quand même assez classe, avouons-le. Et puis aussi, donc, durant cette campagne, au-delà de la deluxification qu'amène cette nouvelle mouture du jeu, on a aussi donc une extension intitulée Riddle of the Sphinx, autrement dit la devinette du Sphinx, si je puis dire. C'est pas la devinette le mot exact, mais bon, je l'ai perdu, c'est le track de la caméra, que voulez-vous. Et cette nouvelle extension Riddle of the Sphinx vous permettra désormais de jouer à Santorini en coop. Et oui, ça c'est assez nouveau, c'était inattendu, moi je l'avais pas vu venir en tout cas, je ne sais pas s'il l'avait annoncé longtemps à l'avance, mais vous pourrez désormais jouer à Santorini en coop avec un fascicule comme vous pouvez le voir ici, un fascicule comme on en voit de plus en plus comme Gloomhaven, etc. Généralement ce sont des jeux de RPG, enfin de RPG, vous m'aurez compris, de RPG en jeu de plateau narratif, et donc là ils ont utilisé ce même format pour vous proposer différents scénarios, différentes îles, avec différentes configurations, avec différentes tuiles qui vous permettront, lorsque vous poserez un bâtiment dessus, de bénéficier d'un bonus supplémentaire, etc., etc., avec des configurations et des conditions de scoring également différentes d'une page à l'autre, donc vraiment intéressant sur le papier, je serais très curieux de voir ça. D'ailleurs, je n'ai jamais moi-même joué à Santorini, le jeu de base, mais je suis finalement encore plus intéressé par cette version coop, parce que c'est un jeu à partir de 8 ans et plus, donc qui dit 8 ans et plus dit potentiellement pouvoir jouer avec mon neveu, et puis à terme avec mon fils dans quelques années, pourquoi pas. Je serais très attiré par l'éventualité de backer Santorini, même si je sais pertinemment que fondamentalement c'est peut-être pas un jeu qui moi me plaira tant que ça, mais la surproduction du truc, l'effet waouh sur la table et l'aspect coop mais facile d'accès le rend quand même super intéressant. Je verrai bien. Quoi qu'il en soit, Riddle of the Sphinx, je l'ai parlé tout à l'heure de coop, mais c'est également jouable en solo, vous le voyez ici, hein, 1 à 4 joueurs désormais, 30 minutes, 30 ans et plus, non, heureusement que non, 8 ans et plus, et 30 minutes la partie, donc c'est toujours relativement court, même en solo ou en coop, ça ne change pas de ce point de vue-là. Vous avez ici donc le livret avec les différentes maps qui vont l'intégrer, vous voyez qu'il y aura différents formats d'îles, différentes configurations de scoring, etc., etc., avec un mode solo apparemment captivant selon l'éditeur, donc prenez ça avec des pincettes, avec une installation hyper rapide, puisque en fait vous voyez que c'est un fascicule aimanté, vous l'ouvrez, vous choisissez la page que vous voulez et vous êtes prêt à partir. Donc vraiment l'installation en moins d'1 minute, c'est quand même super efficace, avec donc ce module coopératif ou solo au bon vouloir du joueur bien évidemment, et puis donc ce drop-in drop-out adventure mode. Apparemment on a un petit mode aventure avec certainement un petit pan narratif qui vient accompagner un petit peu les joueurs et qui vous permettra notamment d'aller débloquer de nouvelles déités de panthéon grec pour peut-être ensuite pouvoir les jouer aussi en compétitif. Vous pourrez aussi débloquer des cadeaux des dieux par exemple qui vous permettront d'aller encore plus loin dans l'aventure, etc. Donc vraiment une belle proposition, une belle innovation dans l'univers de Santorini qui était pour ma part en tout cas assez inattendu. Ensuite le How to Play Santorini, je pense que c'est pas trop la peine de s'attarder là-dessus, je pense que c'est un jeu suffisamment connu pour que vous ayez déjà des bribes de connaissances à propos du jeu même sans y avoir joué comme c'est mon cas. Donc on va passer assez rapidement sur celui-ci. Ensuite, les niveaux de pledge, vous le voyez ici, Panthéon édition, donc l'édition Deluxe de Santorini, vous coûtera 65 $, donc c'est le standalone, hein, le jeu de base quoi en gros, hein, mais en Deluxe. Ensuite, vous pouvez prendre également l'extension Riddle of the Sphinx seulement, donc pour ceux qui auraient déjà Santorini de base, mais attention, ce ne sera du coup que l'extension et elle deluxifiée, alors que votre jeu de base ne sera peut-être pas, lui, pour le coup. C'est donc 49 $. Et puis ensuite, un upgrade kit pour ceux qui ont déjà Santorini, mais qui voudraient Santorini en Deluxe sans avoir à racheter le tout, ce sera 49 $. Donc, bon, finalement, j'ai envie de dire que c'est presque plus intéressant de prendre la nouvelle version au total pour 65 $ plutôt que de enrichir la version que vous avez déjà pour 49 $. La différence justifie pas forcément le fait d'acquérir ce petit upgrade kit plutôt que le Panthéon édition directement quoi en gros. Ensuite vous avez le détail des différents pledges, mais bon là je pense que c'est pas forcément la peine de s'attarder trop là-dessus. Donc vous avez le contenu du Panthéon pledge avec les différents dieux, l'insert en plastique que vous voyez ici qui ressemble trait pour trait à du Game Trace, mais je ne sais pas si c'est le même, ça a l'air d'être plus ou moins la même qualité et ce serait pas la première fois qu'ils travaillent ensemble de toute façon.
Ensuite, les 32 dieux de base, sachant qu'il y en aura d'autres que vous pourrez ajouter dans l'extension apparemment. Il y aura une micro-extension de 4 dieux supplémentaires avec Arachne, Hécate, Cerbère et Charon apparemment. Je les connais pas tous pour le coup. Bref, on aura un paquet de plus. On aura des cartes de mode supplémentaires apparemment qui changera un petit peu le setup et puis quelquefois un petit peu les conditions de scoring, j'ai l'impression. Ensuite, les bâtiments, quand même très très classe, très joli, très belle qualité de production là encore. Les miniatures de workers, donc les fameux ouvriers et ouvrières que vous pourrez utiliser pour bâtir votre île. Même le dé est plutôt très classe. Reste que les tokens, eux, sont pour l'instant en carton relativement classique. Est-ce qu'on aura droit à des petites upgrades dans la campagne? Je ne sais pas en l'état. Roxley sont pas forcément très habitués des stretch goals, donc on verra bien. Ensuite, l'extension que vous voyez ici avec le contenu, donc ce fameux fascicule avec fermeture magnétique, avec le game trace également à l'intérieur directement, les différentes maps qui vont le composer, les différents dieux supplémentaires comme Chronos par exemple, ou encore Pégase, Phobos, qui nous rappelle un petit peu Terraforming Mars d'ailleurs pour ceux qui connaissent, etc. etc. Les miniatures qui vont avec bien sûr, avec très belle qualité de miniature là encore. Ensuite, on va chercher à s'orienter vers les frais de port, mais d'abord, je voudrais passer sur les cartes. Voilà, c'est ici. Donc, le fameux Synth Resilient Cards, c'est un peu une spécificité des campagnes récentes de Roxley Games. C'est ces fameuses cartes en PVC qu'on a déjà vu notamment sur Chip Theory Games, qui proposaient aussi la même technique. Donc, des cartes en plastique hyper résistantes, qui ne se plient pas, qui sont résistantes bien évidemment à l'eau ou à tout autre type de liquide, si ce n'est peut-être l'acide citrique, je ne suis pas persuadé. Quoi qu'il en soit, ce sera aussi potentiellement accessible pour 9 $ pour chacun des pledges. Ensuite, disais-je, les frais de port. Alors que les stretch goals, pour un coup, il y en a. C'est pas des stretch goals, c'est des révélations quotidiennes en réalité, apparemment, non Ah, il y a les deux. Ok, il y a des révélations quotidiennes et puis il y a aussi des stretch goals pour le coup. Donc je m'étais trompé tout à l'heure, il y aura des stretch goals. Alors, disons que cette fois-ci, on va enfin pouvoir s'atteler aux frais de port. C'est ici que ça se passe. Pour un produit à l'unité, donc en gros le jeu de base Deluxe ou l'extension Deluxe, vous en aurez pour 9, 14, 19 ou 29 $ en fonction de votre zone de résidence. Pour le Canada, ce serait donc 14 par exemple, même chose pour la France. En revanche, pour la Belgique, c'est la zone 3, donc 19 par exemple. Où sont nos amis suisses rapidement? Ils sont dans la zone 4, donc 29, comme nous j'imagine. Non, nous on est dans la zone 3, donc 19 $. C'est pas si cher que ça. Et pour deux produits, donc en gros, si vous prenez le jeu de base plus l'extension, ce sera donc 14, 19, 24 ou 39 $ de frais de port. Sachant que pour ce qui est de la TVA, pour l'Europe, vous aurez la TVA certainement à rajouter dans le Pledge Manager, j'imagine. Ce n'est pas mentionné que ce sera le Pledge Manager, mais you will need to pay. C'est donc au futur, donc j'imagine que ce sera dans un potentiel Pledge Manager qui suivra la campagne quelques semaines, quelques mois après la fin de cette dernière. Donc voilà pour ce qui est de Santorini avec cette nouvelle édition Deluxe intitulée donc Panthéon, plus l'extension coop Riddle of the Sphinx. 5656 contributeurs à l'heure où je vous parle, 527 000 € d'engrangés, un score d'ores et déjà divin. On se lance maintenant dans la crème de la crème, les deux gros projets de la semaine, selon d'ailleurs vos votes dans le sondage de la semaine, avec d'abord Fractured Sky, le nouveau projet de Ivy Studios. Vous les connaissez pour d'autres jeux qu'ils avaient déjà publiés sur Kickstarter, à savoir, pour commencer, Veiled Fate, que j'ai derrière moi. Puis, d'abord, avant Veiled Fate, il y avait aussi Moonrakers, qui avait fait l'objet d'une campagne après Veiled Fate pour une extension. Et puis également Mythic Mischief, qui avait fait un gros succès, lui, là encore. Vraiment des jeux très uniques, vraiment toujours avec des mécaniques déjà connus du public, du monde de jeux de société, mais avec un petit twist généralement qui les rendent assez uniques, assez intelligents, vraiment super sympa, super intéressant. J'ai backé Veiled Fate, que j'adore, ça fait partie des seuls jeux à identité secrète qu'on apprécie beaucoup, Xavier et moi. Moonrakers, à plusieurs reprises, j'étais à deux doigts d'aller le backer, mais je me suis dit que c'était quand même pas forcément un jeu qu'on aurait beaucoup de facilité à sortir, qui est pas forcément très intéressant à deux, il faut plutôt être à 3, 4, 5 joueurs à mon avis pour vraiment en bénéficier de son plein potentiel, on va dire, et du coup ça aurait été un petit peu difficile pour notre groupe. Mythic Mischief pour l'instant c'est le seul qui m'intéressait pas, peut-être parce que c'était fondamentalement plutôt un jeu abstrait, et que la thématique ne m'intéressait pas outre mesure. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec Fractured Sky et déjà 6502 contributeurs. Hein, donc ils ont fait
Ils ont fait parler à la poudre, il y en a partout, sol, plafond, moquette, ça ressemble à rien, ils ont retourné Kickstarter, voilà. Hein. Allez, on parle de petits vaisseaux qui volent, hein, et bien tel ce petit vaisseau qui vole, tel ce petit rouge-gorge qui quitte le nid et prend son envol, Fractured Sky a déjà décroché les étoiles avec 6500 contributeurs et déjà 740 000 € d'engrangés à 16 jours de la fin de la campagne. Autrement dit, en l'état, je pense qu'on s'oriente peut-être vers leur plus gros succès à ce jour. Moonrakers 6000, 8000 pour Veiled Fate, plus 12 000 pour Moonrakers et sa seconde apparition sur Kickstarter pour l'extension Titan. Ensuite, il y avait eu Mythic Mischief, mais c'était cette fois pour GameFound. Ils avaient fait le déménagement, puis ils en sont revenus pour Fractured Sky finalement. Et donc vous le voyez, 12 000 pour Moonrakers et l'extension, cette triple extension Titan. Ça va certainement être dépassé par Fractured Sky à mon avis. Et pourtant, on va voir que ne serait-ce que par sa direction artistique, c'est un jeu peut-être un peu plus clivant. Perso, je ne suis pas hyper fan de la direction artistique, mais c'est vrai que le jeu présente très bien. Vous voyez un petit peu un aperçu ici de ce que ça peut avoir comme présence sur table. Alors là, on parle directement de l'édition Deluxe, attention. Vous n'aurez pas cette édition si vous prenez le pledge de base à 49-50 $, j'ai oublié. Ça, c'est l'édition Deluxe avec, je crois, 170 miniatures, des petites chips de poker aimantées pour les coller au-dessous de vos vaisseaux que vous pourrez ensuite envoyer sur la map monde que vous voyez ici. Ensuite, on aura du plateau double épaisseur dans tous les sens. On aura des cartes holographiques ainsi que des cartes lenticulaires également. Enfin bref, on est sur du gros deluxe, mais ça avait passé le pledge de base à 50 $. À un pledge deluxe à 100-120 $, j'ai oublié, on verra ça plus tard. Donc grosse qualité de production, comme souvent avec eux, mais là ils se sont un petit peu, ils se sont vraiment démenés là, ils se sont sortis les baloches, ils les ont posés sur la table. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc oui, il y aura un mode solo, avec des automatons qui pourront aussi être utilisés quand vous jouez à 2 ou à 3 joueurs par exemple. Vous pourrez faire des parties de 40 à 90 minutes, j'imagine que ça dépend en grande partie du nombre de joueurs autour de la table, et c'est pour 14 ans et plus. Sachez également que Fractured Sky, c'est un jeu qui mêle différents mécanismes qui, comme d'habitude avec eux, ont déjà été vus par-ci par-là, mais avec des twists dans tous les sens, et ça vient ici mélanger entre autres du contrôle de territoire, de la gestion de ressources, des enchères cachées et puis aussi un petit brin de déduction, mais on va le voir un peu plus bas, plus en profondeur, plus en détail. On en arrive ici à donc ce qui fait de Fractured Sky un jeu un petit peu à part, à savoir toutes ces mécaniques déjà vues mais avec des twists, à commencer par le Hidden Information, autrement dit les informations planquées, cachées, puisque oui, il y aura certes des informations qui seront aux yeux de tous, qui seront non dissimulées, qui seront donc ouvertes à tous, mais il y aura aussi un paquet de missions qui, elles, seront planquées. Vous aurez des moyens d'aller trouver ce qui se trouve derrière, vous pourrez payer, donc moyennant finance, découvrir les informations qui sont cachées, sans forcément qu'elles soient pour autant dissimulées aux autres joueurs autour de la table, elles resteront cachées pour eux, mais vous en aurez connaissance après avoir payé pour le savoir. Et donc on aura donc différents moyens d'aller chercher ces missions, savoir ce qui s'y trouve et ensuite bluffer éventuellement pour dire tiens je sais où cette étoile se trouve, je vais aller me mettre là-bas, mais en fait elle se trouve pas du tout là, c'est juste que là je vais être une pauvre valeur d'enchère qui vaudra rien en leur faisant penser que l'étoile est là-bas alors qu'en fait elle est là-bas et je placerai mon ouvrier en tout dernier ressort là-bas avec une grosse enchère par exemple. C'est un petit peu retranscrit pêle-mêle, hein, mais c'est en gros l'image que vous aurez du jeu. Ensuite on a du blind bidding, autrement dit des enchères secrètes. C'est-à-dire que vous avez ici, pour la version Deluxe en tout cas, des petits tokens aimantés. Vous allez ajouter le vaisseau de votre choix par-dessus. Les vaisseaux, vous le voyez, sont un petit peu différents pour chacune des factions en présence. Donc il y aura un aimant, donc le vaisseau sera aimanté à la valeur de l'enchère que vous y aurez accolée. Et ensuite vous l'envoyez sur le lieu de votre choix. Et c'est celui qui aura la plus haute valeur du lieu qui pourra en tirer les bénéfices. Ensuite, il y aura aussi de la construction pour faire du contrôle de territoire. Vous pourrez construire différents types de bâtiments qui vous rapporteront différents types de bonus bien évidemment et qui renforceront votre présence sur la zone en question. Ensuite, il y aura de la gestion de ressources avec différents types de ressources telles que le bois, la pierre et puis ça par contre je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas trop cherché en l'état, mais apparemment on aura des économies assez serrées pour chacune des ressources en question. Donc il faudra trouver une sorte d'équilibre entre chacune des trois et chercher éventuellement peut-être potentiellement à vous permettre d'acquérir encore plus de ressources du type de votre choix en fonction des bâtiments que vous allez construire et ainsi de suite. Donc il y aura tout un tas de stratégies à aller imaginer.
Ensuite, continuons avec le contenu de ce que nous offre Fractured Sky. On vous dit ici que c'est un équilibre subtil mais parfait entre la chance et les compétences, on va dire, puisque c'est un jeu qui pourra certes faire l'objet de décisions purement stratégiques et qui vous permettront d'aller engranger des points face à vos adversaires parce que vous aurez développé une stratégie sur le long terme, mais également un facteur chance qui restera présent et qui fera que malgré tout, au final, on aura toujours un peu une chance d'aller l'emporter, même face à des joueurs un peu plus expérimentés ou qui auront certainement juste mieux réfléchi en fait au cours de la partie. Donc ça, c'est à prendre en considération parce que si vous êtes amateur de jeux très orientés stratégiques et dénués de tout facteur chance, c'est pas forcément vers Fractured Sky qu'il faudra s'orienter. On n'est pas sur un jeu déterministe, on va dire. Donc il y aura un facteur chance, attention. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, minimal rules, maximum fun. Autrement dit, assez peu de règles, un jeu assez facile à prendre en main, mais avec beaucoup de chemin vers la victoire et un fun instantané et continu apparemment. Vous aurez aussi différents avantages à backer durant la campagne, mais ça on y reviendra par la suite. Je mentionnais tout à l'heure des cartes lenticulaires. Alors pour le coup, j'ai traduit ça un petit peu à l'arrache, parce qu'en réalité, je ne sais pas si on dit carte lenticulaire, je ne sais pas si c'est compréhensible en l'état, mais visuellement, vous le voyez, ce sont en fait des cartes un petit peu façon holographique, et en fonction de l'angle par lequel vous les prenez, eh bien la carte va faire une rotation. En tout cas, ce qui s'y trouve va opérer une petite rotation, un petit peu façon tableau dans Harry Potter par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça c'est plutôt classe, c'est vrai. Ça sert à rien, mais c'est diablement classe, soyons honnêtes. Ensuite, il y aura aussi tout un puzzle, une sorte d'énigme, de mystère à aller résoudre durant la campagne pour débloquer certains stretch goals. C'est pas la première fois, je crois, que Ivy Studio nous propose ça, mais bon, il y a un puzzle dans la campagne, et si vous réussissez à le résoudre, eh bien on aura encore plus de matos, encore plus de trucs un petit peu deluxifiés, on va dire. Notamment au niveau des Starfall, justement les petites poussières d'étoiles qui sont tombées sur la planète, sur le monde de Fractured Sky. Parce que je suis passé un petit peu à côté du thème, je ne l'ai pas présenté, mais bon, c'est pas un thème qui est diablement intéressant au final. Il y aura différentes sortes de petites météores qui auront atterri sur la Terre, et on va chercher à les acquérir pour notre faction, parce qu'il se trouve certaines ressources intéressantes à l'intérieur, etc. C'est pas diablement intéressant en soi, mais l'univers est charmant, hein, c'est vraiment très joli, mais bon, au final, ça reste encore une fois, comme souvent avec Ivy Studios, c'est un jeu qui finalement est plutôt un peu abstrait, on va pas non plus être terriblement plongé dans la thématique, on va dire. Ensuite, le how to play, brièvement, c'est très bien agencé, comme toujours avec Ivy Studio, les pages sont très claires, il est très facile de s'orienter sur la campagne et de savoir un petit peu de quoi il retourne. D'abord avec le setup, donc on va s'installer tranquillement, on va poser les différentes missions secrètes ou non sur le plateau. Ici vous allez voir, donc on va révéler une mission qui elle sera connue de tous avec la Starfall, donc la poussière d'étoiles, la météorite qui sera placée directement sur la carte, et d'autres missions qui elles seront cachées, et vous pourrez aller dépenser certaines ressources pour ensuite aller justement dévoiler certains éléments de ces missions secrètes. Ici vous en avez un exemple, le Scout Starfalls et le Peak Objectives. Par exemple, Peak Objectives, vous allez payer une ressource et elle va vous donner une information concernant les missions que vous pourrez chercher à accomplir. Ensuite, vous pourrez aussi donc déployer vos différents navires, j'allais dire spatiaux, c'est pas du tout spatiaux, mais navires aériens, un petit peu façon Final Fantasy, vous voyez. Vous allez y accoler une unité, enfin, comment dirais-je, un chiffre d'unité, une valeur d'unité, devrais-je plutôt dire, sachant que le plus bas vous donnera une enchère très faible, et donc si vous êtes confronté à d'autres joueurs autour de la table, vous n'allez pas forcément l'emporter. Par contre, si vous allez choisir une valeur très haute, vous avez plus de chances de l'emporter. Par contre, attention, vous pouvez placer maximum une valeur totale de 10 troupes par tour, donc il faudra bien sûr doser savamment le nombre de troupes que vous allez envoyer et pourquoi les envoyer à tel lieu avec un tel nombre de troupes par exemple. Donc c'est assez intéressant stratégiquement parlant. Ensuite, le contrôle du territoire avec les différents bâtiments que vous pourrez construire. Vous pouvez construire des forteresses, des marchés, et puis des skimmers qui pour le coup, là j'ai pas la traduction, je ne sais pas très bien à quoi c'est équivalent en français. Vous me direz éventuellement, je chercherai peut-être, je l'ajouterai en post-production. La forteresse vous permettra d'aller augmenter vos troupes, le marché vous permettra d'aller choper encore plus de ressources, et puis les skimmers vous permettront de gagner un petit gain très temporaire de troupes dans telle ou telle région donnée. Ensuite, il y aura aussi un ordre de jeu différent à chaque tour en fonction d'une action de fin de tour en question justement. Et puis à la fin du tour, on va révéler toutes les actions, enfin toutes les missions secrètes, les emplacements secrets
des météorites. On dévoile chacun des joueurs autour de la table les troupes que l'on a mis sur telle ou telle zone, et celui qui a la plus forte valeur va l'emporter et remporter donc le petit météore qui se trouve sur la zone en question. Et puis au fur et à mesure de la partie, on va gagner de plus en plus de points de victoire, on va avoir de plus en plus de production de ressources, etc. etc. Et au final, celui qui aura le plus de points l'emportera. De ce point de vue là, c'est relativement classique. Donc vous voyez, en fait c'est pas mal de mécanismes assez classiques au demeurant, mais toujours avec cette patte Ivy Studio qui en fait finalement un jeu bourré de petits twists par-ci par-là et qui en font un jeu vraiment super intéressant finalement. Alors maintenant, on va passer aussi au solo mode, puisque vous le voyez, il y a un mode solo avec des automatons qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure brièvement, utilisables en two-player mode. Donc vous pourrez les utiliser quand vous jouez à deux pour simuler deux autres joueurs, sachant qu'ils se sont attribués les services de David Turczi pour le solo. Alors David Turczi et aussi David Digby, qui lui aussi est assez solide. C'est quand même très prétentieux de dire solide comme ça, comme si j'avais des compétences quelconques, comment dirais-je, populaire, très célèbre, on va dire, dans l'univers du jeu solo, des variantes solo, on va dire, même si moins que David Turczi. Et puis Nick Shaw, pour le coup, je ne connais pas. Donc, ils se sont attribués les services de 3 auteurs, disons, j'allais dire, non maison, parce que généralement, ils créent leur propre jeu à l'intérieur de leur propre studio qui est Ivy. Mais donc là, ils ont débauché 3 personnes extérieures de Ivy Studio pour aller développer le solo. Enfin bref, pas seulement le solo, parce qu'on peut aussi utiliser les automatons quand on joue à 2 joueurs. Quoi qu'il en soit, continuons avec cette fois-ci donc les différents niveaux de pledge. Vous avez un petit aperçu ici du Super Deluxe Tier qui vous permettra d'avoir les miniatures en pré-peint. Sachant que chacune des factions aura ses propres navires également, qui seront donc différents les uns des autres. Donc ça aussi c'est plutôt classe. Alors, continuons avec ici la Deluxe Edition Contents. Qu'y a-t-il dans la fameuse édition Deluxe? Alors d'abord on aura donc toutes ces petites Starfalls, donc ces petits météores. Ensuite on aura une boîte avec du UV Spot, donc en gros petit effet de surbrillance et de relief sur certains éléments de la boîte. Ensuite le plateau central que vous voyez ici, les petits tokens magnétiques, les plateaux de joueurs double épaisseur, voire même triple épaisseur avec un petit écran pour cacher les ressources qui se trouvent derrière, les vaisseaux aériens qui seront différents pour chacune des factions, ensuite les cubes, etc. Ensuite tout un tas de cartes, de missions, d'objectifs, d'emplacement de météores, on va dire, plus le plateau ici que l'on voit pour aller justement placer les cartes d'objectifs et de Starfall avec de la double épaisseur, et puis un gros insert plastoc super bien réalisé. Donc on est encore sur vraiment du pledge deluxe, quoi. Vraiment, ça porte bien son nom. On est vraiment sur un jeu très très bien produit, comme tous les autres jeux de l'éditeur précédemment, bien évidemment. Ensuite, on va essayer de trouver la différence avec le Super Deluxe. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est seulement les 90 miniatures pré-peintes? Je crois qu'il y a un rappel un peu plus bas pour nous préciser quelles sont les différences entre les différents niveaux de pledge. Donc on va plutôt s'orienter vers ce truc-là à mon avis. La retail, donc la version boutique, ce sera uniquement du carton. Donc pas de miniature, pas d'aimant, c'est juste du carton de bonne qualité, semble-t-il, hein, vraisemblablement, mais un jeu beaucoup plus abordable financièrement parlant. Ensuite la Deluxe avec 176 miniatures, plus les tokens magnétiques que l'on va coller sous les vaisseaux justement, les player trays, donc les fameux plateau de joueurs avec double épaisseur en plastique, etc. L'organiseur, donc le tray en plastique, l'insert en plastique. Et puis la Super Deluxe, qui cette fois-ci vous permet d'aller avoir des vaisseaux pré-peints et différents donc pour chacune des factions, encore une fois. Donc je pense que c'est la seule différence a priori. On en arrive maintenant au niveau de pledge. Le premier étant donc le pledge boutique. Donc en gros, ce sera le jeu que vous aurez en boutique si jamais il sort en boutique près de chez vous un jour, ce qui n'est pas garanti puisque vous le savez, Ivy Studio fait que de la vente par son propre site, il n'y a pas de vente en boutique, il n'y a même pas de version française, allemande, espagnole pour l'instant. Je crois me souvenir que pour Moonrakers, il y avait une VF, peut-être en PDF, je ne sais plus. C'était Nix qui avait fait une vidéo là-dessus, je me souviens plus, mais bref, il n'y a pas de version en boutique, il ne sort pas vraiment en boutique à proprement parler. Quoi qu'il en soit, la version entre guillemets boutique donc de Fractured Sky est pour 49$ contre 69 lorsqu'il sortira dans leur boutique en ligne. Ensuite, vous avez dans cette version donc, un écran carton classique avec des éléments de carton classique. Bref, en gros, un matériel relativement classique, ce qui vous permet de mettre la main sur le jeu pour pas très cher. Par contre, si on passe à la Deluxe, tout de suite, paf, 129. Et là, ça fait mal. On passe de 49 à 129. Donc oui, 80$ de plus pour le même jeu. Donc vous vous doutez bien que la qualité de production est au rendez-vous aussi, hein, bien évidemment. On a donc 176 miniatures, on a des tokens magnétiques, on a donc les Custom Player Trays, donc en plastoc,
hyper classe. Effectivement, on a aussi le rangement, l'insert en plastique digne des Game Trays, même si c'est d'ailleurs peut-être même des Game Trays au final, je ne sais pas. Et puis ensuite, donc la Super Deluxe Edition pour 179 $. Donc on fait encore un bond de 50 $ pour avoir les mini pré-peints. Donc ça c'est quand même plus cool en termes d'immersion, certes. Et puis aussi des cartes d'objectifs en holofoil, donc en holographique on va dire, ainsi que le holofoil également sur la boîte. Bon, c'est pas très intéressant au demeurant, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'un maximum d'immersion et puis d'une deluxification à outrance. Mais je pense que déjà la deluxe est largement assez deluxifiée comme ça. Ensuite, on va essayer de trouver un petit peu les informations concernant les frais de port, parce qu'en fait tout ça, on en a déjà parlé précédemment, donc c'est pas la peine de s'apesantir encore plus longtemps dessus. Donc, ah non, c'est pas, du coup, c'est pas, je fais un petit point quand même dessus, c'est pas Game Trays, c'est Blackmagic qui s'occupe des inserts et des plateaux de la version Deluxe que vous voyez ici. Blackmagic, c'est des anciens de Game Trays qui ont décidé de faire bande à part et qui ont donc fondé Blackmagic. Mais c'est plus ou moins la même chose. Vous aurez aussi différentes factions, ça c'est vrai que je ne l'ai pas encore mentionné, mais il y aura un petit peu d'asymétrie également, avec les Cenote par exemple ici, ou encore les Ashbane, les Paradin, et puis les Morimeno, ou encore les Calvary. Donc différentes factions avec un petit peu, je l'imagine, de asymétrie entre chacune d'elles, et puis également donc, des vaisseaux différents d'une faction à l'autre. Sachant que vous aurez peut-être perçu le clin d'œil que certaines des factions de Fractured Sky faisaient déjà leur apparition dans la récente extension Titan de Moonrakers. C'était un petit clin d'œil à l'avance, une sorte de petit, comment on appelle ça déjà, de foreshadowing, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, on continue, il y a un petit détail de chacun des composants de chacune des éditions du jeu. Bon, on va passer ne serait-ce que sur la présence sur table, vous voyez déjà une différence assez conséquente en termes de luxification. Ensuite, en add-on, vous pouvez mettre la main sur les cartes lenticulaires en plus, donc il y en aura 20. Non, c'est ça, c'est 20 pour 20 $, donc c'est 1 $ la carte. Ensuite, les Metal Starfalls, donc les petites météorites en métal, cette fois-ci pour 25 $. Ensuite, les Coin Capsules, donc c'est ça pour les pledges de base. Donc pour ceux qui auront uniquement le pledge de base avec les petits tokens en carton, vous pourrez avoir des petites capsules de plastique pour protéger ça et pour rendre un petit peu plus de deluxe malgré tout pour 15 $. Mais bon, quitte à choisir ça, autant prendre un deluxe à ce moment-là. Ensuite, un tapis de néoprène qui remplacerait le plateau central pour 20 $. Je ne suis pas persuadé que ce soit hyper nécessaire pour un jeu de ce type-là. Ensuite, les sleeves, donc les protège-cartes pour la totalité du jeu pour 10 $. Un chapeau Fractured Sky, pardon, à 25 $. Ok, c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils l'avaient déjà fait pour Mythic Mischief, plein de petits goodies, des pulls à capuche, etc. etc. D'ailleurs, c'est le cas encore ici, hein, Fractured Sky Hoodie, donc un pull à capuche pour 55 $. Des pins avec les différents vaisseaux des factions en présence avec 20 $. Ensuite, un Numen Pin pour 5 $. Un puzzle de Fractured Sky pour 25 $, etc. 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 Encore plus de add-on dans tous les sens. Ça, c'est vrai que c'est pas le truc que j'apprécie le plus de Ivy Studio, les add-ons très orientés goodies qui servent à rien. Mais bon, après tout, on vous force pas à les prendre, bien évidemment. Et théoriquement, le jeu devrait être livré pour janvier 2024. Pour ce qui est du shipping, donc, Canada, 28 $. Union Européenne, c'est divisé en deux zones, donc on va essayer de les trouver. Belgique, France, Luxembourg, c'est pour la zone 1, et Suisse, par exemple, pour la zone 2, Monaco également d'ailleurs, donc ce sera 20 ou 28 $ de frais de port. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, 22. Ah tiens, pour une fois, c'est presque plus intéressant que pour l'Union Européenne, parce que nous, on n'aura pas de TVA par-dessus en plus. Hein. Sachant que la TVA sera aussi à ajouter dans le Pledge Manager pour ceux qui résident en Union Européenne. Et ma foi, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour ce qui est de Fractured Sky, le nouveau projet de Ivy Studio. Déjà 6500 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne, 740 000 € d'engrangés. Il me fait de l'œil, mais en même temps, la DA me plaît pas outre mesure, donc j'ai peut-être des chances de rester suffisamment loin de la campagne pour ne pas la pledger, on verra bien. Mais c'est vrai que Ivy Studio, c'est généralement des jeux qui me font beaucoup d'œil. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir un peu de self-control parce que je n'ai que Veiled Fate de la série des 3 jeux qu'ils ont publiés jusqu'à maintenant. Donc, j'ai bon espoir de pouvoir résister à Fractured Sky, même si, franchement, il a l'air quand même d'être très sympatoche. Et que même pour un jeu qui devrait fondamentalement marcher beaucoup mieux à 3, 4, 5 joueurs, il y a quand même des automatons réalisés par David Turczi. Donc, c'est vrai que ça donne envie, mais quand même, on va essayer de résister. Voilà pour Fractured Sky. Tiré de la BD belge du même nom, Torgal a fait son apparition sur GameFound, c'est le nouveau projet de Portal Games.
Portal Games, c'est l'éditeur polonais de renom, derrière lequel se trouvent certains des gros succès de ces dernières années, tels que par exemple Robinson Crusoe par exemple, et il partage aussi un autre point commun avec ce dernier, il s'agit d'un jeu coopératif. Et pour l'instant, Torgal sur GameFound, c'est pas le gros succès qu'on pourrait imaginer. Alors certes, GameFound n'a pas la force de frappe de Kickstarter, mais quand même, Portal Games a plusieurs fois prouvé que sur GameFound, les gros éditeurs savent trouver leur place, avec notamment Eleven qui a fait un gros succès, et pour le coup, Torgal, c'est pas encore ça. Bon, après, c'est pas ridicule, on est déjà à 1000 backers, c'est pas ridicule du tout même, on est à 95 000 € d'engrangés, donc le projet est largement financé, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, mais quand même, on aurait pu imaginer qu'un si gros éditeur, avec une licence quand même assez connue, en Occident, mais plutôt en Europe, c'est vrai, peut-être pas moins aux États-Unis à mon avis, ferait plus de backers que ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. 13 jours avant la fin de la campagne, ceci dit, donc il y a encore un peu de temps. C'est un jeu coopératif sous un format de storybook, donc comme un petit peu pas mal de jeux ces derniers temps en fait, ces dernières années, tels que Gloomhaven qui avait un petit peu lancé cette mode avec un livre à fascicules que vous voyez ici avec des spirales que vous pourrez utiliser pour vivre différentes aventures. Je crois qu'il y a 7 scénarios si je ne me trompe pas que vous pourrez vivre donc en collaboration pour 1 à 4 joueurs, donc bien évidemment jouable en solo, pour des parties d'environ 120 minutes pour 14 ans et plus. Et c'est un jeu qui vient mélanger différents petits mécanismes assez intéressants, assez intrigants. On aura bien évidemment de l'exploration dans un monde de epic fantasy avec un petit peu de mythologie nordique si mes souvenirs sont bons, et donc avec un petit peu de narration là-dedans bien évidemment dans l'univers de Torgal. On pourra contrôler justement Torgal ou encore sa femme, ses différents camarades, tels que ici Kristoff Valnor par exemple. Par contre, vous l'aurez peut-être déjà noté, mais on a de l'anglais, du polonais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol et pas de français. Alors pourquoi? Quoi qu'est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi bordel? Voilà, j'ai envie de dire. À l'emporte-pièce. Pourquoi bordel? C'est pas très joli, c'est pas très poétique, mais j'avais envie de le dire. C'est quand même assez étrange de voir qu'il y a de l'italien, il y a de l'espagnol, mais pas de français, qui est pourtant un marché un peu plus conséquent que les deux langues précédemment mentionnées, sans vouloir leur faire offense, bien évidemment. Donc peut-être que ce sera le cas à terme, on verra bien si d'ici la fin de la campagne une version française se débloque, s'il y a une signature quelconque faite avec un éditeur francophone. Portal Games a quand même pas mal de jeux édités en français, donc il y a quand même bon espoir, mais pour l'instant en tout cas c'est pas le cas, et du coup ça encourage pas forcément les backers français à y aller. Alors d'abord, je vous le disais, on est donc sur un jeu en storybook, donc avec un livret à spirale, on va tourner différentes pages pour avoir accès à différents scénarios, selon comment vous dites ça, peu importe, et on aura donc une aventure narrative avec un système de sélection d'actions assez intéressant, avec de la coop, avec également sur les plateaux de joueurs avec un système un peu asymétrique du Tetris, plus ou moins, avec des tuiles polyomino que l'on va chercher à compléter pour acquérir certains bonus, on va dire, certains éléments de gameplay supplémentaires. Assez intéressant de ce point de vue-là, c'est pas les seuls qui l'ont fait. On avait vu un jeu de survie dans la jungle il y a un an environ dans le menu crowdfunding qui avait déjà un mécanisme un peu similaire où votre sac à dos était composé de polyomino et il fallait placer différentes ressources, je sais pas, des branches, des brindilles, des pierres, etc. Qui avaient elles-mêmes aussi des formes de tuiles polyomino et il fallait essayer de loger tout au maximum dans votre sac. Donc ça reprend un petit peu cet aspect-là de Tetris en fait pour chacun des joueurs autour de la table avec des formes un petit peu différentes. Donc ça aussi c'est assez intéressant, même si c'est de moins en moins novateur pour le coup. Ensuite, qu'y a-t-il comme intérêt à aller backer cette campagne maintenant plutôt que d'attendre la sortie en boutique? Alors d'abord, get it first. Bon, ça veut dire recevoir le jeu en premier. Si c'est le truc qu'ils mettent en avant principalement, c'est pas forcément le truc le plus attrayant non plus, soyons honnêtes. Par contre, Get GameFound Exclusive, donc oui, il y aura des petites exclusivités à GameFound, telles que la miniature que vous apercevez ici. Le tout sera aussi à un meilleur prix qu'en boutique, mais toujours à nuancer parce que sur GameFound ou sur Kickstarter, il y a aussi les frais de port à prendre en compte, ce qui ne sera pas le cas une fois que le jeu atteindra les boutiques. Donc bon, more at a great price, oui et non, ça dépend. Ensuite, continuons avec les Neo Pledge. Alors, il y en a un de base qui est ici, Torgal, le board game, donc le jeu de plateau de Torgal. C'est le pledge de base, vous voyez qu'en fait, il n'y en a qu'un seul, le deuxième étant des groupes pledge. Donc, le pledge de base, il est à 85 €. Et c'est peut-être aussi un petit peu par là que le bas blesse, peut-être que c'est ce qui fait que la campagne n'attire pas tant que ça. C'est quand même assez cher comme ticket d'entrée.
Alors, certes, on l'a déjà vu, hein, le matos est plutôt classe. On a des plateaux double épaisseur, on a également le fascicule avec les spirales, on a des petites miniatures, vous avez vu, on a quand même pas mal de matos derrière également. Donc c'est un jeu assez riche, assez fourni en termes de matériel, mais quand même, un ticket d'entrée à 85 $, bon, c'est quand même un petit peu cher, soyons honnêtes. Ensuite, vous pouvez quand même prendre un pledge groupé à 459 $ pour 6 copies du jeu. Donc ça vous fait une petite ristourne sur la copie à l'unité, à l'unité, pardon. Et puis également un petite ristourne sur les frais de port, bien évidemment. Ensuite, en add-on, vous pourrez prendre un set de compagnons, de cartes de compagnons supplémentaires pour 5 €. Bon, ils auraient pu être inclus d'entrée de jeu, mais bon, c'est un add-on, il faut chiffrer un petit peu. Et puis, les tuiles de polyomino en bois plutôt qu'en carton pour 14 $, enfin 14 €, pardon. Ça fait un ajout assez conséquent en termes de prix, quand même 14 € pour combien de tuiles en plus 111 tuiles en bois, bon certes il y en a quand même 111, donc bon ça se justifie en termes de prix, hein, certes, mais bon pour l'ajout en termes de gameplay c'est quand même pas si intéressant que ça. Ensuite vous avez un petit aperçu des premiers stretch goals avec des miniatures supplémentaires, certaines étant exclusives à Kickstarter, pas à Kickstarter mais à GameFound, excusez-moi décidément, mais pour l'instant je n'en vois pas, je crois qu'il y avait juste la petite fille avec le loup qu'on apercevait ici, qui elle est exclusive à GameFound. Je pense que dans les stretch goals on aura d'autres exclusivités qui viendront se dévoiler au fur et à mesure. D'ailleurs ici vous voyez des stretch goals avec donc le Wolf Cub qui lui du coup est exclusif à cette campagne, ainsi que le Winter Demon Additional Scenario, donc un scénario additionnel de Winter Demon qui sera lui aussi apparemment exclusif. Alors c'est pas exclusif forcément à GameFound, mais en tout cas c'est marqué exclusif Portal Games, donc exclusif peut-être à la campagne. Peut-être qu'elle ne sera pas accessible pour les localisations, donc en français, en italien, etc. Je ne sais pas. Mais en l'état, bon, pour l'instant, rien de très précis là-dessus. Ensuite, What's in the box? Qu'y a-t-il dans la boîte? On a donc cet atlas d'aventure, donc livret fascicule spiralaire avec les différentes cartes et les différents scénarios que vous pourrez vivre. Donc il y en aura 7 au total, 7 aventures, plus Winter Demon, donc la fameuse la fameuse page scénario supplémentaire grâce aux stretch goals. Il y en aura peut-être encore plus par la suite. Ensuite, un livre d'aventure. Ensuite, 4 petites fiches d'aventure également, double face qui plus est. Ensuite, les personnages, donc Thorgal que vous voyez ici avec sa propre miniature bien évidemment, avec son plateau asymétrique, Chris of Valnor, Jolan Thorgalson, Aricia Gandalfdottir, on est sur des noms islandais, hein, à coucher dehors, et en même temps si vous couchez dehors en Islande vous n'allez pas faire long feu. Ensuite, Wolf Cub, donc le petit personnage exclusif à la campagne. Frixcat, donc là on a des compagnons, des animaux de compagnie, on pourrait dire. Des cartes d'événements, un petit peu justement à la Robinson Crusoe, avec différentes phases. La phase d'action et puis ensuite la Next Event Phase. Donc elles vont avoir deux effets qui se coulent, si je puis dire, avec un intervalle de temps entre les deux. Les cartes de terrain, les cartes d'ennemis, les cartes d'action, etc. Donc plein de cartes dans tous les sens. Des dés également, des action chips, les polyomino en carton que vous pourrez upgrader en bois comme on l'a vu tout à l'heure, tout un tas de marqueurs en tout genre. Bref, quand même beaucoup de contenu en termes de matériel. Et ça me fait un peu penser de ce point de vue-là à Robinson Crusoe, une masse de matériel et parfois un petit peu bordélique sur la table. Ensuite, continuons. On va essayer de voir un peu plus ce que propose la campagne, avec d'abord ici chacune des aventures qui est présentée un peu plus en détail. La première aventure était en Tarkin's Temple par exemple, on aura pas mal de combats avec différentes façons de l'emporter, on aura aussi un petit peu une composante de push your luck, donc de pousser sa chance pour espérer l'emporter, et vous voyez que chaque scénario va avoir des petits mécanismes, des petits twists qui en feront une expérience unique et différente des autres scénarios disponibles. Donc ça c'est assez intéressant sur le papier. Donc là on avait dit un combat, différentes façons d'aller chercher la victoire, du push your luck. Là pour Rescue in Utgard on aura de l'infiltration, on aura une façon d'aller acquérir de nouvelles compétences, et puis un danger qui sera grandissant, qui sera de plus en plus présent sur la carte. Ensuite on a Sailing in Clouds qui lui vous proposera de rebâtir un navire naufragé, d'aller, d'aller découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles zones de jeu qui pour l'instant sont encore dans une sorte de brouillard de guerre, on va dire, et puis faire face à de nouveaux adversaires également que vous n'aurez pas aperçus dans les différents scénarios précédents, etc., etc. Donc chaque scénario va venir ajouter encore plus de contenu, et puis quelques petits twists de gameplay d'un scénario à l'autre. Donc ça c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Le livret de règles est disponible ici, en anglais, et vous pouvez également tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient se faire une première impression avant de faire leur choix.
Le gameplay highlight, bon ça c'est les différentes mécaniques à l'œuvre dans le jeu qui vont être mises en avant durant la campagne via ces petits gifs que vous voyez ici. Je vais pas m'attarder trop là-dessus parce que pour être tout à fait honnête, j'ai pas pris suffisamment de temps pour consulter la campagne de Torgal pour vraiment être suffisamment confiant quant à mes connaissances du jeu pour vous en parler suffisamment en détail. Donc je vais passer assez rapidement, mais sachez donc qu'il y aura des polyomino qui peuvent concerner aussi bien des cartes que le plateau individuel de votre personnage comme on l'a dit tout à l'heure, sachant que quand vous recouvrirez telle ou telle surface dans certaines cartes, vous aurez aussi des petits bonus dont vous pourrez bénéficier par exemple. On aura aussi une forte composante de narration avec des choix impactants dans votre aventure, dans le scénario que vous serez en train de vivre, avec une map qui va aussi constamment changer, qui sera influencée par le déroulement de vos actions, leurs résultats également, et vous faudra faire d'ailleurs face aux résultats de vos choix passés. Donc ça aussi, relativement intéressant, relativement immersif, en tout cas sur le papier. Ensuite, continuons, cette fois-ci, on va réellement essayer de trouver les frais de port que je mentionnais tout à l'heure, les voici. Pour l'Union Européenne, 23 à 27 € de frais de port pour le pledge de base, donc pour une copie du jeu. Donc oui, quand même assez cher, encore une fois. On est quand même dans un éditeur polonais, donc situé lui-même dans l'Union Européenne, on aurait pu espérer des frais de port un peu plus abordables, et pour le coup, c'est pas le cas. 23 à 27 € de frais de port pour l'Union Européenne. Pour le reste de l'Europe, donc qui ne font pas partie de l'Union Européenne, donc la Suisse par exemple, 38 à 41 € de frais de port, ça pique. Nos amis canadiens éventuellement, 43-46 ou 35-38, je ne sais pas à quoi correspond ce FS ou no FS, je ne sais pas. Donc cherchez. Ensuite, pour ce qui est de l'Asie, donc pour nous au Japon, par curiosité, 40 à 60 €, pardon, de frais de port, donc ça pique aussi assez méchamment. Mais bon, comme vous le savez, nous, on n'a pas de TVA, ce qui doit être le cas dans votre zone, à mon avis, puisque pas du tout, écoutez, pas du tout, puisqu'apparemment, on nous dit qu'il n'y aura pas de TVA additionnel à aller ajouter pour les régions mentionnées juste au-dessus, et celles-ci comprend l'Union Européenne. Donc, a priori, ce ne devrait pas être nécessaire d'ajouter de la TVA par-dessus, et ça c'est plutôt cool. Et ma foi, je crois que c'est à peu près tout pour Torgal, la version jeu de plateau de cette célèbre BD belge, que je n'ai ma foi jamais lu pour ma part. Pour l'instant, près de 100 000 € d'engrangés, 1000 backers, 1100 backers approximativement, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas aussi élevé que j'en aurais pu l'imaginer lorsque la campagne s'est lancée il y a quelques jours. Et ma foi, c'est à peu près tout pour le menu crowdfunding de la semaine. Dites-moi bien évidemment, comme d'habitude, en commentaire ce que vous en avez pensé, quel jeu vous intéresse, quel jeu vous avez d'ores et déjà backé, lesquels vous font envie, mais vous essayez d'exercer une sorte de self-control pour ne pas y aller, pour économiser pour la suite de l'année qui sera forcément invariablement fournie en campagne plus intéressante que les Unique, pardon. J'en perds mon latin et mon français par la même occasion. Et puis, voilà, ma foi, c'est à peu près tout. On va très certainement publier 2 vidéos dans la semaine à venir, autres que le menu crowdfunding bien évidemment, de review de Kickstarter, donc qu'on va faire ce lundi je pense, et qu'on va monter très très rapidement pour les sortir en même temps que la campagne n'arrive. Donc serez-vous en mesure de nous dire quel jeu on va couvrir avant que ces vidéos n'apparaissent? Il y en a un qui est français, donc c'est déjà un gros indice puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux français qui sortent sur Kickstarter la semaine prochaine, et le deuxième c'est une localisation en français. Mais on en a déjà parlé quelques fois sur la chaîne, donc normalement vous avez suffisamment d'indices pour avoir l'info. Voilà, on verra bien si vous êtes en mesure de le trouver ou non, et puis quoi qu'il en soit, on vous invite bien évidemment à les regarder parce que ce sont 2 jeux super intéressants sur le papier. On se retrouve quoi qu'il arrive la semaine prochaine pour un nouveau menu crowdfunding comme chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.